Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mardi 15 novembre. Pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera C'était il y a déjà une semaine. Une semaine déjà. Oui, il y a une semaine, les Américains votaient et pas exactement comme les sondeurs l'attendaient. Le résultat des élections, en revanche, vous qui nous suivez, ne vous a certainement pas surpris. Cela faisait des semaines que nous vous expliquions que les sondeurs bidonnaient les enquêtes, que celles qui donnaient M. Trump vainqueur n'étaient tout simplement pas publiées, qu'il y avait de la désinformation à tous les étages, et que les attaques de M. Trump contre Hillary Clinton, qui paraissaient complètement outrancières, en fait, était inspiré de faits réels, de trafic d'influence, de corruption, avec laquelle la famille Clinton, d'ailleurs, n'en a probablement pas terminé. Mais nous ne sommes pas non plus des fans de M. Trump, vous l'aviez compris, et nous le sommes encore moins aujourd'hui, puisqu'il a nommé chef stratège à la Maison-Blanche, M. Stephen ou Steve Bannon. Alors, monsieur Stephen Bannon est un islamophobe radical et compulsif. C'est aussi l'un des porte-drapeaux du mouvement suprématie blanche. Certains l'ont surnommé le Goebbels de l'extrême droite américaine. Quelque part, il ne lui manque que la croix gammée. On pourra rajouter qu'il est également homophobe, etc., etc. Comme on dit, c'est un pur et dur. Pas spécialement un symbole d'ouverture, comme l'évoquait M. Barack Obama, aujourd'hui en visite à Athènes. Alors, est-ce que c'est pour se faire plaisir en allant visiter un pays encore plus sinistré que les États-Unis? On ne sait pas trop. Ce qui va être intéressant en revanche, ça va être d'évaluer les sujets qui seront traités en priorité par Donald Trump et Vladimir Poutine. Parce que au niveau géopolitique, il est évident que là, il y a une carte extrêmement importante qui se joue. Est-ce que l'on s'en va vers un compromis sur le maintien, puis le remplacement de Bachar el-Assad, et surtout, est-ce que l'on s'en va vers une remise en cause de certaines alliances assez singulière entre l'administration Obama, la fondation Clinton et de riches financiers saoudiens et qataris qui, en même temps, ne font pas grand-chose pour empêcher le financement d'Al-Nosra ou de l'IS en Syrie ou en Irak. Monsieur Trump, lui, on sait que c'est un partisan du port d'armes, mais pas forcément du port d'armes lourdes. Autrement dit, son arrivée au pouvoir permet à Colt de respirer. En revanche, pour les fabricants de missiles, ce n'est peut-être pas une si bonne affaire que cela. Alors, quel secteur pourrait-on jouer maintenant à Wall Street, après une envolée de 12 ou 13% du compartiment des financières, qui a continué d'ailleurs de grimper hier pour la 4e séance consécutive? Les pharmaceutiques, eh bien, elles se remettent bien volontiers de la non-victoire d'Hillary Clinton. Ça les soulage. En ce qui concerne les matériaux de construction, je me demande si on n'est pas allé un petit peu vite en besogne. Alors le cuivre a fait une remontée spectaculaire, et puis le voilà qui se met maintenant à plafonner. Il a repris pratiquement 50%, sur la base de quoi? Eh bien pour l'instant, il n'y a aucun chantier supplémentaire aux États-Unis. Et nous allons même plus loin. Si M. Trump prévoit 1000 milliards de dollars de travaux publics, de travaux d'infrastructure, cela succédera à un plan de 800 milliards mis en place par Barack Obama, ce qui n'avait pas fait flamber ni le cuivre, ni le zinc, ni le plomb, etc. Oui, on est allé un petit peu vite en besogne à peu près partout, dans une sorte de climat de panique suite à un contre-pied historique et que vraiment personne, et pas même nous, n'avions envisagé. Parce que si
nous étions à peu près convaincus que la victoire de M. Trump serait quelque part l'hypothèse la plus probable. Le fait que les banques centrales se précipitent pour empêcher un Brexit 2, ça pouvait être une option, ce n'était pas franchement la plus probable. Mais en fait, nous comprenons un peu pourquoi maintenant. Parce que se mettre en face des vendeurs sur les actions, c'est quelque chose qui est encore possible, moyennant quelques dizaines de milliards de dollars. On intervient sur les marchés dérivés, sur les contrats futurs, et avec une mise relativement limitée, on peut endiguer une spirale baissière sur les actions. Sur les obligations, ce n'est pas des dizaines de milliards qu'il faut mettre sur la table, ce sont tout de suite des centaines de milliards, et quand ça chauffe, on est rapidement arrivé à l'échelle milliers de milliards. Bon, là, il est évident qu'une banque centrale ne peut pas. Et les marchés obligataires viennent donc d'aller là où ils risquaient d'aller, dans une perspective plus inflationniste, dans une perspective également de déficit accru. Eh bien, les marchés obligataires se sont dégradés. Alors pourquoi j'évoque les déficits accrus? Tout simplement parce que lorsqu'on doit plus d'argent, la logique c'est que, eh bien, on fait payer l'argent plus cher. Alors vous me direz, depuis 2010, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Plus on doit d'argent, moins on paye cher. Regardez, l'Espagne, dont le 10 ans était tombé en dessous de 1%, l'Italie avec ses 140% d'endettement, en fait c'est plutôt autour de 160, ils étaient arrivés à ne payer que 1,15, 1,20, la France empruntait quasiment à 0 jusqu'à 10 ans, on était à plus 0,10 et maintenant on est remonté hier jusqu'à 0,88. Alors, entre 0,10 et 0,88, c'est comme si on avait carrément acté, pricé 3 hausses de taux. Elles n'y sont pas, naturellement. Mais le mal est fait sur les obligations. Alors, ça peut-être, là aussi, été un peu vite, un peu fort. Autrement dit, nous ne recommanderions pas de shorter aujourd'hui les obligations sur les niveaux que nous connaissons, c'est-à-dire du 1,35 sur le Bund, du 1,85 sur les OAT, du 2,20 maintenant sur le 10 ans italien ou du 2,25 sur les T-bonds américains. Un rebond technique pourrait se produire. Et si nous assistons à ce rebond, eh bien, toute la mécanique que nous avons observée depuis mercredi dernier, cette mécanique va se renverser. Autrement dit, le dollar est monté à 1,0730 contre euro, on devrait le voir rechuter vers 1,09. Vous aurez probablement une détente du marché obligataire, allez, on va faire un pari, les OAT au moins jusque vers 0,70 et les Bund jusque vers 0,25. Et les T-bonds américains pourraient très bien revenir s'appuyer sur les deux, tandis que la référence à 30 ans reviendrait aux alentours de 2,80. Néanmoins, pour ceux qui empruntent dans le but d'acheter un bien immobilier, le message il est quand même clair. On était à 2,30, 2,50 sur 30 ans il y a 10 jours, on est maintenant à 3. Il est probable que la grande vague de détente historique des taux d'intérêt soit terminée. Et là, il est évident que si c'est bien le scénario, ça va changer beaucoup de choses, et y compris pour les actions. Parce que la prime de risque va être fortement abîmée, nous l'avons déjà dit, mais nous continuons de le penser, ce qui fait que nous sommes actuellement dans une sorte de phase très originale quelque part, mais également très troublante, où les actions sont complètement en lévitation et on le doit à une action résolue des banques centrales qui ne vont évidemment pas pouvoir continuer de jouer à ce petit jeu parce qu'il y a un moment où elles se retrouveront non pas face à des dizaines de milliards de contrats à terme, mais à des centaines de milliards. Et là, eh bien, ce ne sera plus possible d'endiguer la correction. D'ailleurs, on parle beaucoup des records du Dow Jones, etc. Mais regardez le Nasdaq. Depuis l'élection de M. Trump, il a perdu pratiquement 5%. Nous parlons du Nasdaq 100, hein, celui où Amazon, Google, Facebook pèsent pratiquement le quart de l'indice. Donc, on a un arbitrage en faveur du Dow Jones, mais on a déjà l'amorce d'une correction du côté des valeurs technologiques. Si vous aviez pris un
un ETF bear uniquement ciblé sur la techno, vous auriez déjà engrangé pas mal d'argent depuis l'élection de M. Trump. Alors évidemment, en face, eh bien, il y a eu la ruée sur les valeurs bancaires qui a quelque part biaisé complètement le comportement des indices, comme le Dow Jones et dans une moindre mesure le S&P. Mais la vraie tendance, et celle suivie par une majorité de valeurs, c'est bien la baisse. Même si on lit de la hausse sur le Dow Jones, regardez le parcours d'une majorité de valeurs, elles sont en baisse depuis l'élection de M. Trump. Et la petite aventure des valeurs bancaires, là non plus, elle ne va pas durer longtemps. Allez, avant d'en terminer, certains se demandaient pourquoi j'évoquais face au boucher de la 5e avenue, le catcheur Trump, l'archange du Vermont, le catcheur gentil. Je faisais naturellement référence à Bernie Sanders, qui était le sénateur du Vermont. Voilà. En tout cas, le match de catch politique, ça y est, on peut dire qu'il est joué sur les actions. Reste maintenant à identifier le moment où la bascule va se faire à la baisse. Et là, on pourra repasser à l'offensive, à la baisse sur les actions.